L'heure des cracks, les socios, et je ne parle pas que du Club des 5, je parle du championnat d'Europe qui arrive en Allemagne avec aujourd'hui, pour démarrer, ces previews du championnat d'Europe. Le pays hôte, l'Allemagne qui a un grand défi dans cette Coupe d'Europe, celui de montrer un beau visage, et on va essayer de décrypter tout ça avec mon beau plateau du soir, comme toujours, l'équipe type, Walid Acharchour. Salut Sam, salut Elton, salut à tous. Comment ça va? Ça va très très bien, on va rentrer dans l'Euro. J-5-6 là. Ouais, donc on est... ça dépend comment on voit les choses. On est très très content, on rentre dans la dernière ligne droite et puis on va parler de l'Allemagne qui nous a produit du très beau football face à nous, un peu moins face aux autres, et donc ça va être intéressant à décrypter. Dernier dimanche tranquille Elton avant un mois de compétition. Comment ça va? Enfin même 2 mois, parce que derrière on aura un petit événement à Paris. Salut Sam, salut Wally, salut à toutes les personnes qui vont regarder cette émission. Oui, effectivement, dernier dimanche, bon, même s'il y a quand même des matchs amicaux qui vont nous intéresser, parce que notamment là, on est soir. Vraiment sur la dernière ligne droite. Ouais, effectivement. Cette équipe d'Allemagne, pour démarrer Ah bah oui, évidemment. Parce que là, on est sur une équipe d'Allemagne qui est pourvue de qualité et on a hâte de l'avoir en compétition officielle. Alors les socios, on est très contents de, comme on l'a fait notamment en Ligue des Champions, de vous présenter cette série de previews. On va analyser 6 équipes qu'on a, on va dire aujourd'hui, choisies comme les 6 favoris potentiels de cette Euro. Alors ne vous vexez pas, les pays qui n'ont pas forcément été choisis, c'est parce qu'on a dû faire des choix, comme dirait Didier Deschamps. Ouais, ne vous étonnez pas si on n'a pas pris la Géorgie, notamment. Par exemple, même si Zoriko Davitashvili va faire des merveilles, on l'espère. Mais l'idée, ça va être, pendant ces 6 émissions, de revenir un petit peu sur la forme de ces équipes, notamment depuis la dernière grande compétition, la Coupe du Monde 2022, de parler des qualités, des défauts, des joueurs qu'on va forcément attendre, que ce soit des joueurs confirmés ou des potentielles surprises. Et puis, on se mouillera quand même un petit peu, parce que c'est le Club des 5. On aura un petit instant Winamax au tableau à la fin de notre émission avec notre partenaire historique qu'on remercie, où on essaiera de voir quel parcours vous imaginez pour ces équipes-là lors des championnats d'Europe, du championnat d'Europe. Donc voilà un petit peu le programme qu'on va vous proposer. Ça va durer 6 jours du coup. On va essayer de faire les plus grosses équipes et on espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas bien sûr à commenter tout au long de cette semaine et donner vos avis sur ces previews de l'Euro 2024. On va commencer donc avec l'Allemagne aujourd'hui, forcément le pays hôte, le pays qui peut-être suscite la plus grosse attente aujourd'hui parce qu'on ne sait pas vraiment comment classer l'Allemagne. Une équipe qui, pour le coup, a encore raté son dernier mondial, une équipe qui a passé des moments assez compliqués lors des 18 derniers mois, notamment avec un changement d'entraîneur, mais une équipe qui a un énorme vivier de qualité, des cracks énormes dans cette équipe, un entraîneur très jeune avec des idées toujours intéressantes qui arrivent. C'est vrai que Walid, c'est une mini-révolution qui s'est produite entre la Coupe du Monde et ce championnat d'Europe en Allemagne. Donc on est assez... on est dans le suspense un petit peu sur le visage que va proposer cette équipe. Oui, on était très très inquiets. Il y a un moment... pour les Allemands, parce qu'il y a eu notamment l'arrivée de Nagelsmann et avant ça, notamment sous Flick, il y avait quand même pas mal de résultats très très étonnants. Des convenus contre le Japon et j'en passe. On avait eu l'Autriche, je crois aussi, où il y avait eu la Turquie, des matchs amicaux, la Belgique. des matchs amicaux où ça avait été très très compliqué. Derrière, Nagelsmann a repris l'équipe, ça a commencé un peu à tâtonner et puis derrière il y a eu des matchs intéressants, notamment contre l'équipe de France, une victoire contre les Pays-Bas et on a senti une équipe et un 11, on en parlera après, qui a commencé un peu à émerger. Et puis surtout l'arrivée de nouveaux joueurs et puis surtout une dynamique sportive en club qui a rehaussé un petit peu cette équipe. On aura le temps d'en parler tout au long de cet épisode, mais plus ça va, plus on est confiant pour l'Allemagne et pour beaucoup ils font figure de favoris avec l'Angleterre et avec la France, ce qui est logique quand on voit aujourd'hui le panorama de ce qui peut composer le 11, pas forcément la densité de liste parce que Nagelsmann a fait des choix parfois surprenants mais peut-être cohérents en termes de gestion de groupe par rapport aux 12, 13, 14 joueurs qu'il va utiliser. Mais en tout cas, pour moi, voilà, on a une équipe d'Allemagne qui moi m'excite. Ça n'a jamais été un pays moi qui m'excitait. Voilà, on se rappelle les années 80, ce qui nous ont inculqué, enfin nos parents, ce que nos parents nous ont inculqué en termes de transmission. Moi, avec l'Algérie, avec l'équipe de France notamment, on a eu cette période en 2014 qui avait été très reluisante aussi. Cette génération des Mesut Özil, des Thomas Müller, Toni Kroos, qui nous emballaient footballistiquement. Là, je suis en train de revoir
revenir, moi, sur ce côté-là, parce qu'il y a des joueurs, et on en parlera après, les Virs, les Moussiala, l'heure des cracks, tous ces mecs-là, Tony Kroos qui va arrêter, ce mélange qui fait, et Nagelsmann qui est moi l'entraîneur qui m'intéresse, un sélectionneur peut-être qui va m'intéresser. Elle est excitante cette équipe, elle laisse pas indifférente cette équipe, et on a hâte de voir ce qu'elle va donner à la maison, parce qu'elle doit rebondir après des performances indignes en compétition internationale. C'est intéressant, effectivement, le titre de cette émission, l'heure des cracks, parce que c'est vrai qu'Elton, ça a été un petit peu l'état d'urgence du côté de cette équipe allemande, qualifiée d'office pour l'Euro forcément parce qu'elle est pays hôte, donc pas de qualification. Et pourtant, des matchs amicaux, comme l'a dit Walid, avec je crois que c'est 15 matchs amicaux et c'est 6 défaites quand même sur ces rencontres-là. Ça a été assez compliqué pour le coup pour nos 23 buts amis, encaissés. pour nos amis allemands. Alors 15 matchs amicaux, parce que pour vous dire, on enregistre cette émission une semaine avant l'Euro. L'Allemagne a joué hier soir contre la Grèce. Donc effectivement, une victoire sur le fil de... Voilà, une victoire sur le fil. Donc on est passé à un bilan de 15 matchs pour 6 victoires. 6 défaites, ce qui est quand même intéressant, et c'est pour ça qu'on peut dire lors des cracks, c'est qu'il y a eu une reprise en main de cette équipe avec Nagelsmann. On est depuis sur 5 victoires, 2 défaites, 2 nuls, des victoires contre la France, des victoires contre les Pays-Bas. Donc en fait, presque Elton, tout ce qui s'est passé depuis 18 mois et même les compétitions d'avant, on a un peu tendance à avoir envie de l'effacer, de dire on repart un peu à zéro. Attention, je ne serais pas aussi catégorique. C'est une question, c'est pour ça. Mais on peut avoir tendance à se dire... Ok, on fait table rase, on a envie de voir ce qu'ils vont faire chez eux sur ce tour. T'as quand même de l'enthousiasme qui a été qu'on a revu à l'occasion des matchs amicaux au mois de mars, principalement avec l'équipe de France et les Pays-Bas. Bon là, t'as gagné sur le fil contre la Grèce, mais ce que je veux dire par là, tu peux pas faire fi de ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, précisément parce que c'était des matchs officiels. Parce que là, pour le coup, c'était une difficulté pour l'Allemagne, parce que c'est quelque chose qui est très souvent difficile. On n'en a pas conscience pour un pays organisateur. C'est en fait, tu joues des matchs amicaux qui, sont de gala. Donc très souvent, tu vas jouer des grosses équipes, et 2 qui n'ont pas de tension compétitive. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Allemagne, avant le crash au Qatar, est quand même sur 10 matchs, 10 victoires. Ça, beaucoup de gens l'ont oublié. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que l'Allemagne arrivait avec quand même des éléments à faire valoir. Mais ensuite, ils se sont crachés, principalement contre le Japon, en Coupe du Monde. Et là, le fait d'avoir des matchs amicaux, tu sais que tu es sur une formule essai, tu es sur une formule test. Et si tu commences à enchaîner des mauvais résultats, la confiance, elle s'étiole. Là, pour le coup, avec Nagelsmann, tu as repris de l'enthousiasme. Mais c'est vrai que tous les problèmes ne sont pas résolus. Et tu as quand même un matériel qui te fait penser que l'Allemagne, sur une compétition officielle, peut redevenir une équipe de tournoi, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça va être ça le principal objectif, en plus d'aller au bout, c'est de redevenir une équipe de tournoi. Sam, je vais te donner deux éléments concrets. La dernière fois que l'Allemagne a gagné un match éliminatoire et que la dernière fois que l'Allemagne a marqué un but en phase éliminatoire de compétition internationale, aussi bien Coupe du Monde, mais aussi Euro, c'était lors de l'Euro 2016 face à Slovaquie et Draxler à la 63e minute. Donc ça commence à remonter quand on parle de l'Allemagne. Ça commence à remonter parce que nous, on a grandi avec une Allemagne, c'était dernier carré d'une grande compétition. Voire finale. Et les accidents étaient très rares. Moi, j'avais le souvenir à l'époque, l'Euro 2004, c'était le seul accident que j'avais connu où il termine dernier de la phase de poule, enfin avant-dernier, parce que tu avais la Lettonie. Et là, depuis, c'est enchaîné 2018, 2021 et donc 2022. Effectivement, trois compétitions d'affilée d'échecs. Et comme le disait Elton Walid, et c'est dans les qualités et les défauts qu'on va essayer de trouver à cette équipe, forcément, peut-être l'un des meilleurs atouts pour l'Allemagne lors de l'Euro, c'est l'engouement qu'il peut y avoir. Pour redevenir une équipe de tournoi à la maison, ça nous rappelle aussi, nous, forcément, un peu 2006. On se dit que c'est aussi... 2016. 2006 à la maison. 2006, c'est l'Allemagne. Oui, en Allemagne, je disais pour nous, ça pas pour nous, oui, de 2016, ouais, mais bon, plus, moi je m'identifiais plus pour le coup à l'Allemagne, comme disait Elton, qui sortait de 2004 un échec, et 2006 où cette équipe semblait imbattable. Oui, pour moi, c'est l'un des points forts. C'est le point fort. Ça va être de recevoir à la maison et cet engouement qu'il va avoir autour de l'Allemagne. Faut pas oublier que cette Coupe du Monde 2022 pour les Allemands a été quand même très très complexe à gérer politiquement, avec toutes les histoires notamment sur politique, les prises de position notamment des joueurs. Ça a un peu implosé dans l'équipe et dans le groupe. On a eu notamment ce reportage sur Prime Video où on a pu... Pour moi, le meilleur doc de ces dernières années. On a pu s'en apercevoir avec Flick, avec Kimmich notamment. Là, il y avait même un désintérêt, il me semble. Il y a eu pas mal d'articles d'un désintérêt des Allemands sur cette Coupe du Monde qui n'avait pas été aussi suivi que les autres à la télé, notamment la télé en clair, quoi, les
sur les grosses chaînes. Là, moi, je pense qu'il va se passer quelque chose. Il se passe quelque chose autour de cette sélection. Ce sera la dernière de Toni Kroos, qui est une légende absolue là-bas. Il y a une prise de pouvoir des jeunes. Il y a une année allemande qui est fantastique. Dortmund a été en finale de Ligue des Champions, on ne les attendait pas. Le Bayer Leverkusen a sauté les verrous et a fait une année incroyable. Il y a des joueurs qui ont pop un peu partout, hein, au Bayern de Munich, au Real Madrid. On voit la liste avec les joueurs qui étaient Attention, la liste n'est pas dinguissime quand on la regarde, mais il y a quand même 14-15 joueurs de très très grande qualité et qui sont en très grande forme. Et surtout, cette liste-là se repose sur 4-5 clubs, c'est-à-dire le Bayer Leverkusen, le Real Madrid, le Borussia Dortmund, Stuttgart, un peu d'Arsenal, un peu de Barça. Et c'est des équipes qui sont en très grande forme. Stuttgart a terminé deuxième de Bundesliga, devant le Bayern de Munich. Le Borussia Dortmund, je viens d'en parler. Le Bayer Leverkusen, je viens d'en parler. Tu as les Madrilènes, on en parlera peut-être après. Toni Kroos et Rudiger. Havertz, qui a fait une deuxième partie de saison incroyable avec Arsenal. Donc moi, je pense que l'engouement va faciliter les choses, va permettre à cette équipe d'Allemagne de s'asseoir et d'asseoir leur supériorité dans le jeu sur le terrain. Mais moi, comme pour la Côte d'Ivoire, comme pour beaucoup d'équipes, je pense que ça peut être quelque chose de très important. Sur la donnée symbolique, on va fêter les 5 ans de la victoire de 74 et les gens ils voient un signe du côté de l'Allemagne parce que 74, t'avais accueilli la Coupe du Monde. Les 50 ans. Les 50 ans 74. Ouais, les 5 ans, je me suis dit, c'est un peu. Les 50 ans, t'avais accueilli léger, la victoire. quoi. Pas bon en maths. T'avais accueilli la victoire justement face aux Pays-Bas de Cruyff, les 10 ans de ta dernière victoire en Coupe du Monde, et t'as aussi un événement qui a été particulièrement suivi dans le monde footballistique, c'est le décès de Beckenbauer. Donc ce qui fait que tu as une dimension historique et symbolique qui peut être très importante pour l'Allemagne au moment d'attaquer ce tournoi. Alors Walid parlait tout à l'heure des joueurs d'expérience qui peuvent faire du bien à cette équipe. Toi, justement, pour toi, on a un petit contingent d'expatriés, petit, hein, mais important, qui peut être l'atout principal de cette équipe. Je parle des 2 joueurs madrilènes, bien sûr, Rudiger et Toni Kroos, champion d'Europe. Exactement, j'ai mis les Madrilènes entre guillemets parce que c'est vrai qu'on est au pays de l'Allemagne, on est au pays des mâles alpha, c'est-à-dire qu'il n'y a que la gagne qui les intéresse et donc par rapport à ça, qui incarne le mieux cette idée que Toni Kroos et Rudiger par rapport à ce qu'ils ont fait avec le Real Madrid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Toni Kroos, on le sait, ça a été le meilleur milieu de la saison, on l'a vu avec le Real Madrid, et Rudiger, il est devenu meilleur défenseur central au monde. Donc je pense que ces 2 joueurs vont contribuer entre guillemets à vertébrer cette équipe et en faire une équipe beaucoup plus compétitive. Et donc pour moi, ça va être les atouts majeurs de cette équipe-là. Rudiger, on l'attend dans une grosse compétition avec l'Allemagne. Ouais, il a une dette par rapport à l'Allemagne. Et Toni Kroos, il est venu, il est reparti, là il revient. C'est sa dernière compétition. Il a fait une saison fabuleuse avec le Real Madrid. Depuis 2014, c'est quand même un peu moins bien à l'image de l'Allemagne. Donc c'est vrai que ces 2 joueurs-là, on les attend. On peut rajouter aussi Gundogan, qui est souvent décevant avec l'Allemagne et qui représente un véritable enjeu. Parce en plus, qui sera très exposé parce qu'il est capitaine. Il a le brassard de capitaine, donc c'est vrai que ces joueurs d'expérience, on peut rajouter Kimmich. On peut rajouter Neuer aussi, qui sort aussi de... Exactement, parce qu'on parle de l'heure des cracks, des nouveaux, dont on parlera peut-être après, mais ils doivent être encadrés par des joueurs qui doivent un peu une revanche à leur sélection. Parce que c'est quand même un rendez-vous à la maison qui est primordial et qui peut quand même changer leur carrière. Effectivement. Les potentiels défauts de cette équipe, justement, Walid, on vient de parler Elton disait les mâles alpha de cette équipe. Toi, ce qui te fait peur, ça peut être justement le manque peut-être encore de développement de certains joueurs qui peuvent être un peu gentils. Oui, la gentillesse. On parle souvent avec le Bayern ou avec la Mannschaft des méchants. Il y a ce défaut en compétition internationale et on l'a vu à la dernière Coupe du Monde où notamment contre le Japon ça doit faire 3-0 à la 60e minute, ils perdent 2-1 et c'est ce qui leur coûte la qualification et ça a été le cas. Le Costa Rica ils font 4-2 derrière, ils perdent 2-1, ils perdent 2-1 aussi et ce côté méchant, beau joueur qui se regarde un petit peu, ça peut être un problème pour cette équipe d'Allemagne et je pense qu'ils peuvent allier les deux, ce qu'ils ont fait notamment sur le match amical contre la France où pour moi ça doit être un match référence pour eux pour essayer de faire des grandes choses dans cette compétition, c'est d'allier les deux, c'est-à-dire une vraie proposition foot qui se rapproche du football de club et football moderne où moi j'ai véritablement vu avec les doubles animations, Kimmich qui s'intègre au milieu de terrain, il y a beaucoup de joueurs qui sont qui peuvent permuter chacun ensemble, c'est bien mais il va falloir aussi matérialiser les temps forts,
les temps faibles, les 2 surfaces de réparation. Et ça, parfois, j'ai un peu peur de ça du côté de l'Allemagne. Parce que, par exemple, la France peut avoir, c'est-à-dire cette fiabilité pour être clutch dans les très, très grands moments. Et ça, on l'a perdu depuis un bon bout de temps. Et ça a commencé en 2016, en demi-finale contre la France, où en première mi-temps, ils doivent mener tous les jours. Et derrière, ils se font surprendre sur ce penalty à la 45e. Et depuis, j'ai ce sentiment-là. Et pour moi, c'est quelque chose qu'ils doivent régler dans les grosses compétitions. Elton, là aussi, quelque chose qui n'a pas été réglé sur les dernières compètes, même si on l'a dit, notamment contre le Costa Rica, ça a fini par se matérialiser, mais il s'était fait peur. Ça avait été le cas aussi lors des 2 autres matchs de cette Coupe du Monde. C'est le manque de buts, finalement, le manque d'efficacité côté allemand, qui, sur des matchs un peu couperés, peut leur coûter cher. Qui plus est là, dans un contexte où on se doute que si l'Allemagne est un peu en difficulté, doit absolument marquer, la tension va quand même être assez énorme dans les stades. On l'avait vu lors de la Coupe du Monde. Je pense que sur la phase de groupe, l'Allemagne est la meilleure équipe de sa poule. Mais ils n'ont pas réussi à le traduire au niveau du tableau d'affichage, parce qu'à chaque fois, ils ont trouvé le moyen de se faire avoir. Contre le Japon, contre l'Espagne, ils prennent le premier but. Et donc, ça a été à leur désavantage. Et là, on l'a vu même sur les récents matchs amicaux, donc contre l'Ukraine et contre la Grèce, c'est qu'ils ont des occasions. Mais ils n'arrivent pas à traduire ça. Ils ont tapé la barre et le poteau contre l'Ukraine. Donc, ce déficit de but sur un tournoi où les écarts sont quand même très faibles, ça peut jouer en ta défaveur. Et donc, clairement, pour se rassurer au niveau du jeu, il faudra qu'il y ait un joueur qui émerge dans sa capacité à marquer, ou plutôt des joueurs, pour justement que l'Allemagne puisse être une équipe de tournoi et puisse être une équipe davantage dangereuse. Parce que si tu es une équipe qui est la meilleure footballistiquement, mais que ça ne se traduit pas sur le terrain, tu vas commencer à t'angoisser et tu risques de finir par perdre les pédales, chose qui s'est passée au Qatar. Allez, on passe aux joueurs, aux individualités qu'on attend sur cette compétition. On va commencer par les joueurs les plus attendus. Je commence avec toi, Elton, parce que d'une certaine manière, d'une certaine logique plutôt, tu as choisi le joueur sur qui l'attention sera portée à chaque match, parce que ce sera potentiellement le dernier de sa carrière. C'est Toni Kroos, qui aussi, je trouve, incarne un petit peu ce capital sympathie qui émerge autour de cette équipe à l'aube de l'Euro, je trouve. Oui, c'est ça, parce que Toni Kroos, effectivement, il attire de la sympathie par rapport au fait que c'est un joueur qu'on connaît depuis très très longtemps, aussi bien avec le Bayern, mais surtout avec le Real Madrid, par rapport au fait que ça va être sa dernière campagne. Et donc, en gros, on va l'accompagner, justement, pour citer les mots d'un philosophe, vers sa prochaine retraite. Et donc, forcément, il attire un capital sympathie. Mais c'est surtout l'idée de voir un joueur historique quitter le monde du foot qui fait qu'aujourd'hui, je vais davantage me concentrer sur lui. Quel genre de performance il va produire? Parce que là, l'Allemagne avait besoin, entre guillemets, d'un directeur de jeu. Chose que tu n'avais pas sur les précédentes compétitions, aussi bien lors de l'Euro ou lors de la Coupe du Monde où Toni Kroos n'était pas là. Là, il est de retour et on va voir qu'est-ce que ça va donner, avec notamment cette idée d'accompagner cette nouvelle génération et de faire en sorte que l'Allemagne soit de nouveau candidate au titre. Toni Kroos, on le connaît, il est arrivé avec beaucoup de confiance. Il a dit on se doit d'aller au bout, et donc c'est pour ça que ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qu'il va faire. Walid, un petit mot sur Kroos, non? Oui, non, on a tout dit, il a tout résumé. J'ai pas grand-chose à ajouter. Ça sera l'un des joueurs, oui, bien évidemment, à suivre. Et pour moi, même au-delà de l'Allemagne, c'est l'une des stars de cet Euro. Alors toi, t'attends la jeunesse plutôt, l'heure des cracks. Oui, l'heure des cracks. Oui. J'aurais pu parler de Florian Wirtz, mais Florian Wirtz, je le sens arriver un peu sur la jante, sur la fin de saison. Il a encore été préservé avec Leverkusen. Il a une petite blessure. Donc j'ai peur, moi, j'ai peur du flop. Je sais pas, mais je suis un grand amoureux de Florian Wirtz. Mais tu sors d'une saison comme ça. Ouais, ça va pas être évident. Donc je vais aller sur Musiala, qui lui, par contre, n'a pas fait une saison extraordinaire par rapport à ce qu'on en attend au Bayern Munich, et qui arrive, je pense, en grande forme sur cet Euro, et ça doit être son Euro, parce que déjà sur la dernière Coupe du Monde, on avait été très triste, moi en tout cas, j'avais été très triste de le voir sortir aussitôt, parce qu'il avait fait moi je crois qu'il était dans mon équipe type de la phase de poule, où il avait été incroyable contre l'Espagne notamment, et même contre le Japon. À chaque fois qu'il voulait prendre le ballon, il faisait la différence. Il avait fait preuve d'une très grande personnalité, et moi je pense que voilà, aujourd'hui dans cette équipe d'Allemagne, c'est sa deuxième compétition à la maison, ça doit être son heure. Il n'a pas gagné de titre cette saison avec le Bayern Munich notamment. Ça doit être
Ça doit être celui-là, quoi, pour recommencer sa véritable legacy et devenir une légende allemande. Ça passe par ces grands rendez-vous. Et puis subjectivement, c'est un joueur que moi j'aime beaucoup, qui fait du bien au football actuellement. Et j'aimerais bien que ce soit sa compétition. Musiala, donc, pression sur pas mal de joueurs, hein, de jeunes joueurs, mais Musiala, c'est vrai qu'il va y avoir, après la saison ratée du Bayern, il va y avoir forcément une attente globale assez forte. On va parler des surprises maintenant, parce que là, voilà, il y a toujours, notamment dans cette équipe allemande, un joueur qu'on attend peu et pas qu'on découvre, mais qu'on voit s'épanouir au niveau international sur les compétitions. Donc, c'est intéressant comment dire, à analyser cette année, parce que je vais commencer avec toi, Walid. Quand on prend par exemple un joueur comme Füllkrug, qui sort d'une saison où on peut se dire des Füllkrug, forcément c'est pas le joueur qui ressort le plus dans son secteur en Allemagne, mais qui sort d'une saison avec Dortmund où il a été justement au niveau décisif. On se dit que la dynamique peut être intéressante pour l'Euro. Oui, je pense qu'il partira pas titulaire, mais encore une fois, on le répète et je pense qu'on va le répéter sur les prochaines previews. L'équipe qui démarre, c'est pas l'équipe qui va terminer, et puis même l'équipe qui démarre sur le 11 type, c'est pas celle qui termine le match. Et moi, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent se mettre en valeur en sortie de banc. Et moi, je pense que Füllkrug a totalement la gueule d'un assassin. C'est-à-dire d'un mec, d'un mec qui peut être le méchant de l'histoire. Et qui peut clairement, dans cette équipe un peu gentillet, très très belle techniquement, etc., apporter une rupture dans la surface de réparation. Aujourd'hui, c'est Havertz qui est prédestiné. En plus, il a marqué sur le dernier match. Et il est en grande forme avec Arsenal. Mais moi, je trouve que dans cette équipe-là, notamment avec le positionnement de Gundogan, qui fait beaucoup débat en Allemagne, en fait, il y a un faux numéro 10, des faux ailiers, un faux numéro 9. Et par moment, il va falloir quand même mettre un peu plus de vrais joueurs. De vrais joueurs à leur poste. Oui. Et moi, je pense que soit en sortie de banc, ou soit pendant la compétition, Füllkrug va avoir un rôle à jouer. Et on le voit, c'est pas le plus beau esthétiquement, mais c'est un joueur qui est très utile dos au but, qui fait des choses très très simples et qui peut permettre aux autres de s'épanouir. Et moi, je pense que Füllkrug sera la surprise de cette équipe d'Allemagne et qu'il aura un rôle à jouer dans cette compétition. Elton, t'entends une autre surprise, c'est Beyer. Exactement. Le joueur d'Offenheim qui a eu sa première cape à l'occasion du match contre l'Ukraine. Et pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, ça a été le meilleur joueur sur la seconde période, parce que sa rentrée a apporté quelque chose de très différent par rapport aux qualités d'Amoussala et par rapport à Wirtz. Pourquoi je dis ça? Parce que Walid l'a évoqué, on parle de meneur excentré quand on parle de Fritz, de Florian Wirtz et de Moussiala. Par contre, Beyer, lui, c'est un attaquant qui est vraiment attiré par le but, attiré par cette idée d'attaquer l'espace. Et c'est comme ça qu'il a réussi à toucher la barre, c'est comme ça qu'il a réussi à créer des occasions pour ses coéquipiers. Et moi, je me dis quoi? Je me dis que du côté de l'Allemagne, en sortie de banc, dès lors que les joueurs, notamment Wirtz ou Moussiala, seront susceptibles de sortir, je vais prendre un attaquant beaucoup plus classique pour aller faire un travail d'attaquant, un travail de sape face à des défenses qui vont être fatiguées. Et moi, je me dis un Beyer qui peut sortir notamment de la tactique, enfin qui peut sortir, qui peut être une carte, un atout de Julian Nagelsmann. Ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'on sent vraiment c'est la recherche Bundesliga du côté de Nagelsmann. Il a vraiment été influencé par cette idée que ça peut être un joueur justement joker comme l'a pu être David Odonkor en 2006, notamment sortie de banc, capacité justement à faire exploser les défenses adverses. Donc c'est pour ça que Beyer, moi, il m'intéresse celui-là. Je pense que Nagelsmann, c'est l'entraîneur allemand sur les 15-20 dernières années, oui, puisqu'en plus Lowe est resté longtemps, qui avait fait le plus de clubs de Bundesliga avant d'arriver. Exactement, et là tu vois vraiment que c'est c'est un entraîneur qui a regardé la Bundesliga dans son entièreté et que ça s'est ressenti sur sa liste. L'équipe probable justement de Julian Nagelsmann pour cet Euro, on va la regarder ensemble parce qu'effectivement, comme on l'a dit, rien n'est figé, mais il y a des tendances qui se sont dégagées. Ouais, c'est vraiment l'équipe type parce qu'il la bouge pas depuis un bon bout de temps. Voilà, effectivement, depuis son arrivée. Je pense que ce sera l'équipe la plus probable des probables qu'on va mettre dans les previews. C'est vrai. Ouais, où je pense qu'il y a le moins de débat sur le départ en tout cas. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, globalement, oui, c'est vrai. C'est ce qu'on voit sur beaucoup de matchs. C'est ça, ouais. C'est pas mal quand même. Oui, c'est pas mal. Là, il y a toujours la solution. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié lors des matchs amicaux. Après, il y a toujours Schlotterbeck à la place de Tak. Moi, j'aurais préféré, mais je pense que la dynamique, elle est pour Jonathan Tah. Et la question de Gundogan. Ouais. Et il y a un joueur aussi dont on n'a pas parlé, qui est très très bon avec le Bayern Munich. Au milieu de terrain. Pavlovic qui a aussi eu sa première cape contre l'Ukraine. Qui a 19 ans et qui est un joueur qui est peut-être au milieu de terrain peut avoir son mot à dire.
En tout cas, en cours de match, En peut-être. cours de Mais, match, voilà, en mais cours de pour match. l'instant, pas forcément Pas sur le titulaire. 11, ouais. Le programme du groupe allemand avec bien sûr l'ouverture de cet Euro hein, qui va être, ce sera vendredi face à l'Écosse pour l'Allemagne à la maison. Il me semble que le premier match est à Munich, si je dis pas Exactement, ouais, c'est de Munich. bêtises. L'Allemagne jouera ensuite la Hongrie et jouera également la Suisse. Bon petit match d'ouverture, Allemagne-Écosse. Ouais. Oui, bon, c'est pas non plus. Non, c'est pas dingue, mais c'est. J'aurais préféré Allemagne, oui, mais Écosse, Oui, pas. oui. Allemagne-Hongrie, j'aurais préféré, tu vois. Ah ouais. D'accord. Bon. Ouais, enfin non, en fait, Là, je suis Non, dire non, Allemagne-Suisse oh. alors. Allemagne-Suisse, ouais, j'avais Ouais, autant qu'à oui, faire. c'est Ouais, c'est vrai. Si vraiment Ouais. fallait faire le capricieux. L'émission n'est pas terminée, les amis. On a vu tout ce qu'on pouvait vous présenter sur cette équipe allemande. Maintenant, on va se mouiller un petit peu dans le club des 5. C'est l'heure de l'instant au tableau, bien sûr, by Winamax, avec notre partenaire historique qu'on remercie. Juste avant de commencer les paris, je vais d'abord vous rappeler, bien sûr, que jouer comporte des risques hein, et qu'il ne faut pas que vous en souffriez. Si vous avez le moins de problèmes liés au jeu en ligne, que c'est pas un amusement comme on va le vivre dans quelques instants ensemble, mais une contrainte, vous avez le numéro qui s'affiche en bas de votre écran pour pouvoir en discuter avec des professionnels. L'instant au tableau by Winamax avec ce soir un vrai au tableau parce qu'on a le tableau. Vous savez, maintenant on vous le montre de moins en moins. On fait des petits bilans de temps en temps, mais là on va regarder l'évolution des scores. Il est là le précieux. Tu vas voir que tu vas le trouver très précieux, effectivement. Ah oui, on peut le découvrir avec effectivement Walid en tête. Largement, mais pas si largement que ça. Parce que Romain est pas loin. En fait, Romain, il a continué à faire des paris. Bon, il a un meilleur ratio. Ouais. On m'a pas prévenu. Et donc voilà, donc Romain a un meilleur ratio. Attention, Romain sur une ou deux émissions pendant la compétition, il peut vite te coller aux fesses. Super ratio de Elton Mokolo d'ailleurs au passage, qui est troisième. Je suis positif moi. Ouais, positif de très peu. Positif, je suis positif. Enfin, à un moment donné, positif de très peu, je suis positif. Vous êtes marrant, oui, positif, mais bon là. En vrai, tu la ramènes, mais il est comme toi. Bah ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas ramené sur mon score, moi. Non, t'as quand même envoyé un tac. La personne qui est entre Elton et moi, c'est Abdel, et ça, on peut le saluer. Abdel qui sera avec nous pour l'Italie d'ailleurs cette semaine. Abdel, il est quand même à 23, vers 23. Oui, enfin, il a fait rentrer un pari à. Il a fait rentrer Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Ouais, super. Tout à son honneur. Il a fermé les yeux, il a tiré un coup franc, il a marqué. Ça arrive une fois. Avec des joueurs qui n'étaient même pas autorisés à jouer. On pourrait lui enlever. Ça, rien que pour ça, on devrait lui enlever. C'est Sam Zaguri au Paris Basketball. Donc, le classement, on l'a vu. Je vous rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, le principe de tableau. Chaque soir, les chroniqueurs donnent une cote sur un match. Alors là, en l'occurrence, ce sera sur le groupe. La compétition, même de manière générale, de l'Allemagne. Si leur pari est bon, ils gagnent la cote qui est assimilée à ce pari, et vous voyez, ça leur permet d'avoir des points en plus au tableau, au classement du club des 5. On va commencer avec Walid. Ouais. On va commencer avec Walid. Moi, j'ai mis la meilleure attaque de la compétition sera l'Allemagne par rapport au débat qu'on a eu avec Elton. Côté à 5. Ouais, moi je pense qu'avec la phase de poule, la Suisse, Hongrie, Écosse, je pense qu'à la maison, ça peut être une phase de poule à 7 ou 9 points avec du but. Et moi je pense que s'ils terminent premier, ils peuvent avoir un huitième de finale aussi plutôt abordable. J'ai regardé un petit peu un peu le tableau, donc on pourra avoir une sélection qui produit du football et qui concrétise ça, et je trouvais que la cote était intéressante à 5, donc j'ai été sur ça. Ok, 5 effectivement, la cote de l'Allemagne qui termine meilleure attaque de l'Euro. En soi, s'il y a beau parcours, c'est faisable. Côté à 5 donc pour Walid. Elton, justement, on est un peu dans la même lignée. Je suis parti sur Jamal Musiala, meilleur buteur de l'Allemagne. Voilà. Ah merde. Ah, moi je pensais meilleur buteur de la compétition. Non, meilleur buteur de l'Allemagne. Non, meilleur buteur de l'Allemagne meilleur buteur de la compétition pour l'Allemagne, avec une cote à 6. Ouais, alors cote à 6, effectivement, c'est pas super bien affiché à l'écran, mais elle est à 6. Qui est très intéressante parce que moi, je pense que s'il y a un déficit de but, le cut ne sera pas très élevé. C'est-à-dire que ça peut se situer autour de 3. Le plafond, donc. Ouais, le plafond. Et donc, moi, je me dis que Jamal Musiala peut se distinguer avec 3 buts et qui peut être le meilleur buteur de la compétition, parce que Jamal Musiala, c'est davantage un joueur, c'est davantage un milieu de terrain qui aura capacité de tirer à mi-distance, qui aura capacité à finir. Là où un Florian Wirtz, par exemple, il est dans la passe. Donc, pour moi, ça devrait se jouer dans les titulaires, et je dis bien dans les titulaires, entre Kai Havertz et Jamal Musiala. Et par rapport à la notion de cote, moi, je me dis qu'il est bien plus intéressant d'aller sur Jamal Musiala, parce que Havertz, si je vais dans le sens de Walid, il est susceptible de sauter en cours de compétition.
Alors, donc côté à 6, donc Musiala meilleur buteur allemand. Juste dans les cotes à 6 également qui concernent l'Allemagne, je me permets de vous le dire, les socios, il y a la victoire tout simplement de l'Allemagne à l'Euro qui est côté à 6. L'Allemagne est 3e derrière l'Angleterre qui est le favori pour les bookmakers et la France qui est 2e. La finale de l'Allemagne. Finale de l'Allemagne ? Finaliste. Ah, la finale de l'Allemagne, je te dis ça tout de suite. L'Allemagne finaliste, l'Allemagne finaliste, l'Allemagne finaliste. Parlez entre vous, si ça arrive, on arrive. L'Allemagne finaliste à 3,50. On sera contre nos vies sinon. Après, ça s'appelle meubler, vous êtes des professionnels, les gars. Vous faites 12 heures d'émission par jour, quand même. J'aurais pu prendre le téléphone. Oui, c'est vrai. Ça te met de la pression, j'ai l'impression, quand je te demande. Non, c'est juste que je suis pas très, comment dire, flexible avec l'application. Ouais. Comme je te dis, passe la main. Moi, je suis à l'ancienne. Ouais. Mais 3,50 donc 3,50 la finale de l'Allemagne. Ok. Pareil, troisième favori de l'Euro, assez logique. Pourquoi tu les vois aller en finale et perdre, toi ? Non, mais je disais au moins. Non, mais c'est possible. Au moins aller en finale et. Le scénario après, cruel, en finale, ta cote, elle rentre, quoi. Parce que si on regarde bien, sur les 2 derniers Euros, les équipes qui ont accueilli la finale ont perdu. L'Angleterre et la France ? Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça. Et en 2002, c'était l'Ukraine. Mais donc voilà, c'est être finalement le pays hôte, jouer une finale en tant que pays hôte, c'est pas forcément. Mais ça t'assure quand même une. C'est sympa. Ça assure quand même une finale, quand même. Oui. D'aller loin. Pas mal. D'ailleurs, le dernier pays hôte, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, le dernier pays hôte, c'est la France en 98. Oui. Ça commence à remonter. Après, si on y intègre la CAN, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire cette année. J'ai dit Euro. Après, l'euro anglais, il n'est pas totalement à Wembley. C'est ça. Mais bon, tu as 80% de la compétition qui l'est. Ils l'ont joué, quoi. Voilà. On va s'arrêter là, les socios, pour cette émission. On aurait pu se poser la question, est-ce que l'Allemagne va nous faire une Côte d'Ivoire ? Voilà. Est-ce qu'on aura deux... Qui organise la Copa América, Elton ? C'est aux États-Unis. Ah, donc on pourrait avoir que des... Non, j'ai que des vainqueurs locaux. Après, on leur souhaite de ne pas passer par tous les États de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ah, quoique pour nous, pour le... Encore que pour nous, c'est... Non, on envahit, ça peut être nous. Non, Nagelsmann remplacé par... Je suis pas sûr qu'ils termineront Après, si Nagelsmann pouvait venir par Jean-Louis Gasset au Club des 5 pour décrypter tout ça, ça peut être sympa. Tu pourras lui dire le fond de ta pensée. Grand coach, Nagelsmann. Sur ces belles années. Merci à tous les deux, en tout cas, pour cette première preview. Il y en a de nombreuses qui arrivent, bien sûr, dans le Club des 5. Il y a une belle liste d'ici vendredi prochain, l'ouverture de l'Euro. Merci donc d'avoir été avec nous. Les socios, vous donnez votre avis tous les jours sur les playlists, les previews, les tier list, preview, on se mélange dans le Club des 5. Toutes les previews, vous donnez vos avis, bien sûr, les meilleurs joueurs, les joueurs les plus attendus, les qualités, les défauts, vos paris aussi. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter les vidéos. Et nous, on vous retrouve donc quasiment tous les jours. Merci à Fares Hachem et Arthur Veil qui ont préparé cette émission, à Amaury Cotin qui était à la réalisation, et puis Elton Mokolo, Walid Acharchour pour m'accompagner. À très très vite dans le Club des 5. Ciao les socios. Ciao. Salut.